Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à ceux qui nous regardent sur Facebook et à ceux qui nous regardent sur Twitch. Bienvenue, bienvenue dans l'émission de Sciences Humaines. Donc comme tous les mercredis, content de vous retrouver comme toutes les semaines, parce que bon, la semaine dernière on n'avait pas fait ça mercredi, on avait fait ça jeudi. Cette semaine on va parler du rire avec donc mon invité qui est Laure Flandrin, qui est sociologue. Elle est donc maître de conférence à l'école centrale de Lyon. Et elle est autrice d'un livre qui s'appelle Le Rire, enquête sur la plus socialisée de toutes nos émotions, qui a été le livre du mois de sciences humaines, mais pas ce mois-ci, au mois de juin. Voilà, on voulait inviter Laure Flandrin dans l'émission, et puis on n'avait pas forcément trouvé un moment le mois dernier, donc on l'a trouvé aujourd'hui. Et voilà, je suis très content qu'elle ait accepté notre invitation. Merci beaucoup d'être là. Comme pour toutes les émissions, n'hésitez pas à participer, poser vos questions dans le chat, faire vos commentaires, je les relayerai. Voilà, le sujet de ce soir, c'est le rire, le rôle qu'il joue dans nos quotidiens, dans nos rapports humains entre nous. C'est la question aussi du rire et du rôle qu'il joue qui est central dans votre livre, Laure Flandrin, que vous avez publié cette année et qui est issu de vos recherches dans le cadre de votre thèse. C'est ça, thèse que vous avez soutenue et qui a été dirigée par Bernard Lahire, qui est un Mhm. sociologue que si vous connaissez la sociologie, vous connaissez sans doute Bernard Lahire, qui est un sociologue connu en France. Mhm. Voilà, et donc ce rire, c'est d'une part un moyen de résoudre nos tensions internes, de résoudre nos, voilà, les conflits qu'il peut y avoir entre nous, dans nos rapports humains, qui sont parfois tendus. Et puis, c'est aussi un marqueur social important, c'est ce que vous dites dans votre livre, c'est-à-dire que c'est un moyen de, voilà, de se mettre en avant ou de montrer certaines choses de soi, de le montrer d'une façon détournée. Et puis, c'est aussi un sujet d'éternel débat. Le débat, peut-on rire de tout? La fameuse question qu'on pose tout le temps aux humoristes, qui revient tout le temps sur le devant de la scène. Est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce qu'il y a des blagues interdites? Est-ce qu'on ne peut plus rien dire? Est-ce qu'il faut faire attention à la façon dont on rit? Voilà, toutes ces questions-là qui tournent autour du rire, qui sont voilà, font du rire un sujet de société important. Et, euh, et pourtant, le rire est peu étudié en sociologie, en tout cas, il avait été peu étudié jusqu'à maintenant. C'était, voilà, sans compter sur votre travail, sur votre livre récent sur ce sujet. Donc voilà, on va en discuter un petit peu. La première question que je voulais vous poser, c'était déjà, vous avez travaillé quand même depuis un petit moment sur le rire. Comment on s'y prend pour observer le rire en tant que sociologue? Parce que le rire, c'est quand même voilà, quelque chose qui a l'air spontané, qui est difficile à observer sans forcément influer sur la façon dont les gens vont rire, parce que quand on se sent observé, on rit peut-être pas de la même manière. Comment vous vous y êtes pris pour, voilà, pour observer ça? Alors, effectivement, donc moi j'ai consacré mon travail de doctorat à l'étude du rire, donc sur une période qui va de 2007 à 2016. Et donc, en fait, pour répondre à votre question, bah, j'ai pas observé directement le rire, justement, parce que dès qu'il y a intrusion du sociologue dans la situation, enfin, cette présence, elle perturbe forcément la spontanéité du rire que vous avez décrite. Donc ça se fait, hein, il y a les psychologues expérimentaux, ils utilisent beaucoup ce genre de protocole d'enquête en fait. Mhm. Mais donc moi, j'ai pas choisi d'observer directement le rire, donc à la fois pour la raison qu'on vient de mentionner, c'est-à-dire que bah, ça fausserait les résultats en quelque sorte, Oui. et en même temps parce que observer juste un rire comme ça, isolé, et en plus séparé de tout type d'explication que le rieur pourrait donner de son rire, eh ben, c'est pas tellement utile pour le sociologue parce que un rire purement comme ça, sa signification, elle est indécidable. Donc, il Mhm. fallait vraiment aller voir les rieurs, enfin les rieurs, aller voir les gens qui rient, qui consomment du comique et leur demander D'accord. à minima de quoi ils rient et leur Mhm. demander de décrire de manière précise les scènes qui les font rire. Alors, ça couvrait pas mal de choses, hein. L'enquête, elle couvrait à la fois le cinéma, le théâtre, les sketchs, D'accord. les lectures, voilà. Et donc, l'idée, c'est que c'était de passer vraiment du rire au discours. Alors, c'est assez compliqué à faire aussi parce que le rire, comme vous l'avez dit, c'est spontané. Personne ne forme jamais le projet intentionnel de rire.
Mais il y a quand même des habitudes de langage qui sont liées au rire, parce que le genre comique, les enquêtes culturelles sur des Français nous montrent régulièrement que c'est le genre préféré de tous les Français, etc. D'accord. Mais ces enquêtes nous montrent aussi que c'est le genre dont on parle le plus. Donc en fait, il y a des habitudes de langage autour du rire. C'est très compliqué de dire, ne serait-ce que, enfin, c'est des questions qui se posent jamais, de quoi je ris, voilà. C'est très compliqué de le dire. Hmm. Ma situation d'enquête à un sociologue, voilà, il faut vraiment aller creuser. Après, les gens, voilà, ça s'y mettent, mais au départ, ils sont assez surpris des questions qui sont posées. Mais quand on leur demande, voilà, de décrire précisément les scènes qui les font rire, et non pas quand on leur demande pourquoi riez-vous, parce que ça, personne n'est le théoricien de son propre rire, eh ben, comme il y a des habitudes de langage autour de ça, ou comme certaines personnes ont vu et revu 36 000 fois des films, des sketchs, etc., ils sont capables Ouais. au moins parfois de les citer. Mhm. Et donc, on s'appuie sur ces habitudes de langage pour faire décrire le comique qui est apprécié. Donc ça, c'est D'accord. un des premiers enjeux de l'enquête, donc de faire décrire, donc c'est de l'enquête qualitative par entretien, hein, donc on fait décrire aux gens les scènes qui les font rire, avec toutes les... Il y a plein, plein, plein de catégories sociales qui passent à travers ces descriptions et qui sont intéressantes D'accord. pour le psychologue. Oui. Ne serait-ce que dans la manière de positionner socialement les gens, ça dit beaucoup de choses sur le rieur. Et puis, le deuxième enjeu, c'était aussi de faire raconter un parcours, de faire raconter une histoire de vie. Donc, recueillir des récits de rire et puis obtenir des récits de vie. Et donc, c'est ce que disait Hogarth, quoi, faire raconter d'où l'on vient, faire raconter des parcours ascendants, descendants, des rapports aux institutions, des rapports au corps, des rapports aux autres, des oppositions, nous, eux, Ouais. enfin, ce genre de choses. Et donc après, moi, à la base, j'étais formée dans le giron de la sociologie de la culture, et les sociologues de la culture font ça. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent à la réception culturelle d'un type de produit culturel, et puis ils croisent avec les parcours de vie, les récits de vie, etc. Voilà. D'accord. Donc c'est comme ça que j'ai enquêté, et c'est comme ça que j'ai démarré en tout cas. D'accord. Alors bonsoir à Sabi Ben Younes sur Facebook, bonsoir à Notecray sur Twitch et à Gionel Lospin sur Twitch aussi. Bienvenue à tous et à toutes. N'hésitez pas à participer, posez vos questions, hein, je vous le redis. Je vois que vous arrivez un petit peu, donc soyez les bienvenus et n'hésitez pas à écrire dans le chat ce soir. Et donc, Voilà. pardon, et moi, c'est normal que j'ai pas la main, que je vois rien dans la Oui, conversation. oui, c'est normal, D'accord, c'est c'est tout moi ce que qui j'ai. m'occupe de Ok, ça. Je vous d'accord, transmettrai tout, vous inquiétez pas, c'est ça. en temps voulu. D'accord. Alors, le titre de enfin, le sous-titre de votre livre, c'est Enquête sur la plus socialisée de toutes nos émotions. Pourquoi est-ce que pour vous, le rire est la plus socialisée de toutes nos émotions, justement? Pourquoi il a ce Alors, statut? ça, donc enquête sur la plus socialisée de toutes nos émotions, cette expression, la plus socialisée de toutes nos émotions, Oui, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un psychosociologue qui s'appelle David Viktorov du XXe siècle qui avait dit d'accord. ça, le rire, c'est la plus socialisée de toutes nos émotions. Et c'est vrai que je voulais travailler sur cette idée que bah, le social s'insinue jusque dans les fragments les plus épars et puis les plus fugaces quoi, de nos vies sociales. Donc ça résumait bien cette idée-là. Et par contre, il y a un malentendu en fait sur le terme social, socialisé. C'est-à-dire Oui, qu'en fait, je pense que la plupart des gens, quand ils entendent ça, social, socialisé, ils pensent ils pensent à un collectif, ils pensent à la coprésence physique de rieurs rassemblés dans une salle, mhm, etc. Et effectivement, et ça c'est tout à fait vrai, hein, le rire il est social d'abord dans ce sens-là, parce qu'on a besoin, c'est Bergson, le grand théoricien du rire au début du XXe, qui dit le rire a besoin d'écho, il y a besoin de contagion émotionnelle. Alors, c'est pas un écho qui va très 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 loin, hein, parce que les frontières du groupe exercent un effet de filtrage très fort quoi, sur mhm. ce rire-là. Il va pas n'importe où, le rire. Mais quand même, on rit toujours avec quelqu'un, à minima, dit Bergson, avec une communauté imaginaire. C'est-à-dire, on peut rire tout seul, mais il y a une communauté imaginaire qui nous Hmm. accompagne. Par exemple, Euh, si on est devant un film comique, on est avec la communauté imaginaire de tous les gens qui apprécient ce film, c'est ça? Voilà, ça peut être ça, ou ça peut être le conjoint mais qui n'est pas là, ou ça peut être D'accord, les copains qui partagent cette même référence culturelle mais qui sont pas là physiquement, etc. Mais avec qui d'accord. on va faire des blagues ensuite en différé. Enfin, Ouais, ok. et donc voilà, donc il faut l'idée sociale pour la plupart d'entre nous, ça veut dire il faut qu'il y ait plusieurs personnes, il faut qu'il y ait un groupe rassemblé, il faut qu'il y ait de la contagion émotionnelle. Et c'est vrai, hein, encore une fois.
il y a de la contagion mimétique en fait dans le rire, parce que nous, on est des êtres sociaux d'une espèce culturelle avec des grandes capacités mimétiques en fait. Même les grands singes, par exemple, ils n'ont pas des capacités mimétiques aussi développées que les nôtres. Ils en ont, mais plus embryonnaires. Mhm. Nous, vraiment, ce qui nous distingue en tant qu'espèce culturelle, et ce qui nous permet de transmettre la culture d'ailleurs, c'est le fait qu'on ait ces capacités mimétiques. Donc on les retrouve dans le rire, qui est un grand trait anthropologique, c'est pas un hasard, etc. Mais social, ça ne veut pas dire que ça. Ça ne veut pas dire que des rieurs rassemblés, un groupe d'individus, etc. Social, pour un sociologue, ça veut dire socialisation. Ça veut dire que on a intériorisé de manière individualisée, à l'échelle individuelle, les grandes contraintes de la vie sociale. Et donc, en fait, ce qu'on va retrouver, ce que le rieur dit dans le rire, c'est Mhm. aussi une partie de ses expériences sociales, mais alors, c'est des grandes classes d'expériences sociales. Il n'est pas le seul à les avoir vécues, évidemment qu'on n'est jamais un être singulier, etc. Bien sûr. Il y a de la singularité dans le rire. Et ça, c'est pas du tout évident, parce que quand on regarde les premiers sociologues du XXe siècle qui sont intéressés au rire, je pense à Eugène Dupréel, par exemple, qui a fait un petit bouquin sur le rire qui est très très bien, un super bouquin, mais où il y a des petites phrases chez Durkheim sur le rire, voilà. Et ben, en fait, pour eux, le rire, c'était un espèce de langage que la Mhm. société en général tenait sur elle-même voilà, rappeler sans arrêt les normes. Et l'idée, c'était que le rire, sa fonction, c'était de sanctionner des transgressions mineures par rapport aux normes du groupe. Donc, D'accord. c'était un langage finalement anonyme. C'est un langage de tout le monde qui est susceptible de ricocher de proche en proche. Bon, surtout, il y a l'idée que le rieur n'a rien de singulier. Or, quand on dit social, en fait, c'est la socialisation. Bah, là, en fait, on est sur des parcours de vie, sur de l'individuel, et il y a bien ça qui passe, la manière dont le monde social est ressenti par des individualités expressives bien singulières. Il y a Mhm. ça qui passe dans le rire. Et c'est ça que j'ai voulu montrer et qui est la partie plus originale du travail, parce que finalement, dire le rire, bah, il faut des rieurs rassemblés, tout ça, bon, bah, c'est l'évidence, quoi. Ça avait déjà été constaté avant, quoi. Oui, ça a déjà été constaté avant. Voilà, bon, il n'y a rien de surprenant. On peut Mm. s'amuser à dire voilà quelles sont les frontières du groupe. Voilà, on peut décrire les types de connivence culturelle qui opèrent dans le rire et tout ça. Mais bon, c'est des choses assez connues. Par contre, le fait de dire bah non, il y a des choses du parcours individuel qui passent, qui filtrent dans le rire. Et des expériences du social qui sont très très fondamentales. Peut-être je pourrais revenir là-dessus. Par exemple, bah, la rencontre avec les pouvoirs quoi, qui nous affectent, des pouvoirs temporels, spirituels, ne serait-ce que l'expérience de la bipédie, être debout. Souvent, on rit de quelqu'un qui chute. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a l'expérience de la bipédie et puis ce déréglage quand on chute ne correspondent pas aux usages normés du corps, etc. Donc, c'est des expériences du social qui sont finalement des grandes classes d'expériences, mais qui sont que chacun joue sa partition individuelle, quoi. Et ça passe dans le rire, ça passe dans le rire. Et finalement, l'idée, c'était de dire, bah, le monde social, moi je suis assez bourdieusienne, voilà, élève de l'AIR, le monde social nous affecte. Et il nous affecte assez brutalement, quoi. Il nous malmène, quoi. Alors, De excusez-moi, je vous partout. coupe, mais quand vous dites vous êtes bourdieusienne comme Bernard Lahire, donc Bernard Lahire, je le disais tout à l'heure, qui est un des sociologues majeurs français aujourd'hui, qui était élève de Bourdieu, il me semble. Non, il Euh, n'est pas élève de Bourdieu, mais enfin, il a beaucoup dialogué avec Bourdieu, on il a va dire. dialogué avec Bourdieu. Vous vous dites bourdieusienne. Qu'est-ce que ça veut dire être un sociologue bourdieusien et qu'est-ce que ce Ah, serait de ne pas être un sociologue bourdieusien? alors En justement, quelques bon, mots, hein. C'est pas le sujet de en ce soir, quelques mais mots, pour que déjà, ce je soit pense clair pour tout que le monde. en quelques mots et pour faire simple, être bourdieuien, bon, déjà, c'est être déterministe, quoi, avoir une vision assez déterministe du monde social. Voilà, on n'est pas libre, autodéterminé, nos consciences ne commandent pas nos corps, on est le produit d'une socialisation, voilà. Mhm. Ça, c'est déjà. Tous les sociologues ne seraient pas d'accord pour dire ça. D'accord. C'est bizarre que ce ne soit pas une hypothèse forte de la sociologie que toute la communauté des sociologues partagent. C'est vraiment bizarre que ce ne soit pas le cas. Mais bon, il se trouve que c'est comme ça. Et voilà, et donc du coup, d'où l'idée de rattacher le rire à la sociologie de la socialisation, de Mhm. montrer comment la socialisation passe dedans.
Voilà. Et donc, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est finalement, le monde social nous affecte. Il nous fait peur de plein de manières, par les institutions qu'on fréquente, par les rapports de domination auxquels on est soumis. Ouais. Et en fait, le rire est un moyen de maîtriser un peu cette peur. Et en tout cas, ce monde social-là, il produit beaucoup d'incapacité à dire, à raconter, hein. Il y a des choses voilà, qui nous ont apeurés, qui nous ont laissé sans voix, etc. Et le rire, finalement, c'est un moyen d'exprimer ça, mais par les moyens du corps. Mhm. C'est pas un discours articulé, c'est pas voilà. Et finalement, il y a plein de choses qui passent dans le rire. C'est Et plus justement, facile de rire d'une situation que de dire cette situation m'a fait peur ou cette situation m'a mis mal à l'aise. C'est bien ça sûr, mais que en vous fait, voulez on n'en dire. a absolument pas conscience en plus. Hmm. Hein. C'est totalement inconscient tout ça. Hmm. Bonsoir Ornefel sur Twitch, bonsoir Sophia L sur Facebook, bonsoir à toutes et tous. Voilà, je continue, mais n'hésitez pas à intervenir, hein, comme je vous l'ai dit. Alors du coup, vous distinguez dans votre livre plusieurs formes de rire. J'en ai compté 4, qui sont le rire de dégradation, le rire de profanation, le rire de prétention et le rire de situation ou le comique de situation. Alors comment est-ce que vous avez fait ces distinctions? Est-ce qu'elles existaient déjà avant votre travail? Et puis à quoi ça vous a servi de distinguer comme ça plusieurs sortes de rire? Alors, je crois pas qu'elles existaient avant mon travail, parce que, en fait, ce qui existe, le domaine du comique, enfin le domaine du risible, ce dont on rit, est très très vaste. Mhm. Et il y a des catégorisations internes qu'on manipule, voilà, dans le langage quotidien, mais qui sont issues de la philosophie ou des études littéraires, et qui, pour le sociologue, n'étaient pas tellement opérantes. Je ne sais pas, par exemple, la distinction entre l'ironie et l'humour, par exemple, cher aux philosophes, le sociologue ne saurait pas trop quoi en faire, quoi. Mhm. En tout cas, il aurait du mal à dire, bah tiens, ça recoupe des groupes sociaux bien particuliers, ça, on est incapable de faire ça. Donc, le piège, c'était de récupérer les catégories littéraires qui n'ont pas trop de sens en sociologie. Ouais. Le deuxième piège, c'était de plaquer sur le domaine du risible des grandes catégorisations sociales préexistantes, mais qui, pareil, sont pas très opérantes. Enfin, on va pas dire il y a un rire de classe moyenne, un rire de classe supérieure. C'est Oui. trop grossier, en fait, comme type de catégorie par rapport à la finesse du phénomène qu'on essaie d'attraper. Mhm. Et donc, l'idée, c'était de dire, repartons du terrain, de la masse des entretiens qui ont été recueillis. Alors, peut-être que ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai fait des entretiens auprès d'une quarantaine de personnes qui étaient recrutées par tiers dans les 3 classes sociales que je viens de mentionner, hein. D'accord. Et puis avec une parité de genre. D'accord. Et, euh, et donc, l'idée, c'était de dire, repartons de ça, repartons des descriptions que les gens font de ce qui les fait rire, et essayons de voir, parce que du coup, ça fait une masse colossale de quelque chose de très poudreux, quoi, qu'on n'arrive pas à attraper, parce que c'est des rires, des fragments dans tous les sens. Mhm. Essayons de voir s'il y a des structures communes, pour un rieur déterminé en tout cas, hein. Est-ce qu'il y a des structures communes qui organisent l'expérience du rire? Est-ce qu'il y a des structures narratives, des récurrences situationnelles, c'est-à-dire des types de situations qui font rire et qui se ressemblent? Mhm. Est-ce qu'on peut extraire de la variété des formes de rire quelques structures communes? Et en fait, il se trouve que oui. Donc, à la fois, c'est un phénomène très éclaté, le rire, hein, les éclats du rire, Mhm. et en même temps, très structuré. Et D'accord. donc, les 4 catégories que vous avez mentionnées, en fait, elles sont. Ça se trouve, il y en a plus, hein. Moi, j'ai pas. Il faudrait peut-être refaire une thèse. Mais, donc, ce que je proposais, c'est de dire voilà, bon, il y a au moins 4 grandes types de situations qui reviennent beaucoup. Alors, je peux, si vous voulez, je les détaille. Je ne sais pas si. Ouais, on va pouvoir les détailler. J'ai juste une question dans le chat sur ce que vous disiez par rapport à votre méthode. Ornefel demande, le critère de l'âge a été pris en compte dans votre enquête. C'est vrai qu'on pourrait se dire spontanément, il y a des choses qui font rire les jeunes, qui font pas rire les plus anciens et inversement. Oui, oui, le critère de l'âge est pris en compte aussi, effectivement, la génération, oui, c'était important. Les enquêtes empiriques, elles montrent que, les enquêtes plus larges que celles que j'ai menées, hein, qui sont plus représentatives, elles montrent que justement, c'est dans la jeunesse que les consommations comiques sont les plus intenses. C'est le moment où les D'accord. consommations comiques sont les plus intenses. Pour des raisons, pour tout un tas de raisons, mais c'est aussi que le capital culturel comique, enfin connaître des œuvres comiques, etc., ça a une fonction de communication dans des groupes, voilà, qui est évidente là aussi, hein, qui est évidente. Et puis aussi peut-être parce que les jeunes
Bah, justement, ils sont en train de faire l'apprentissage du monde social, de ses sens interdits, de ses Oui, possibilités, de ses impossibilités, de ses régularités, de ses moments d'exceptionnalité, etc. Et donc peut-être qu'ils sont plus sensibles à la mise en forme des surprises qui peuvent arriver dans le monde social, puisque finalement, c'est ça, ce qui nous fait rire aussi, c'est souvent beaucoup quand il y a un déréglage, quoi. oui, En tant qu'être sociaux socialisés, on a des attentes dispositionnelles. On s'attend à ce que telle personne fasse telle chose, compte tenu oui. de son niveau social ou de la situation dans laquelle elle est embarquée. On s'attend à ce que voilà, telle personne ait tel comportement. Bon. Et c'est quand il y a une irrégularité dans ça, c'est ça qui nous fait rire en fait. Donc les jeunes qui sont dans ce moment de socialisation plus intense, en fait, on est socialisé toute sa vie, hein, Oui. c'est pas le problème, mais les jeunes, il y a une action des institutions qui est plus forte Mm. sur eux pour les socialiser au moment de la jeunesse. Bah, du coup, ce que je décrivais tout à l'heure, ce processus de retournement, de la crainte en plaisir, etc., bah, parle plus aux jeunes, quoi. Donc oui, oui, l'âge était important, hein. C'était Ça rejoint un important. peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que, vous me corrigez si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a cette dimension dans le rire qui sert à un peu désamorcer nos angoisses. Et Oui, c'est vrai que quand on est jeune, on fait l'apprentissage de la socialisation et donc de toutes les possibles angoisses auxquelles on peut être confronté, bien parce sûr, que voilà, il va falloir qu'on apprenne à ne plus dépendre de ses parents socialement, à être un c'est adulte ça. et à devoir se débrouiller. Et donc il y a toute l'anxiété qui va avec, Bien sûr, ouais. qui se retranscrit sous forme de rire. Oui, oui, oui. Bah, moi, j'ai tout un passage dans le livre qui est assez rigolo sur des jeunes hommes quoi, que j'ai interviewés. Ah, c'est des jeunes garçons, quoi. Je ne me rappelle plus exactement, mais ils ont 16, 17, 18 ans dans le livre. Au moment où j'ai fait l'enquête, hein, donc maintenant ils sont beaucoup plus vieux. Et donc, ils me racontaient leur goût comique, quoi. Et il y a il y a un des schèmes qui revient souvent, hein. On parlait tout à l'heure d'essayer de mettre en évidence des structures, des schèmes, Mhm. des schémas narratifs. C'est ce que j'ai appelé la déritualisation, c'est-à-dire un peu un truc goffmanien ce qui va les faire rire, voilà, il y a plein de moments de la vie sociale qui sont très normés, des situations interactionnelles entre les gens qui sont très très normées. Mhm. Il y a des attendus de genre, il y a des attendus selon l'âge, le statut, etc. Et quand ça se dérègle, quand les rites à accomplir ne le sont pas, voilà, et notamment les rites amoureux, c'est là que je voulais en venir, Oui. quand ils sont pas accomplis parce que on va montrer des jeunes garçons qui se mettent une pression pas possible, qui n'arrivent pas à entrer dans le rite, qui n'arrivent pas à accomplir les attentes qui sont déposées sur eux en termes de performance dans la séduction, performance sexuelle, etc. Et ben voilà, là on voit émotionnelle de pure Mhm. angoisse quoi, que ces rôles sociaux, que l'apprentissage de ces rôles sociaux génère. Donc oui, D'accord. effectivement, ouais, ouais, c'est le même mécanisme. Mais donc vous Mhm. voyez, en fait, on ne peut pas dire bon, on va découper par âge, parce que au fond, c'est le même mécanisme qui va se retrouver de manière très très générale, quoi. Mhm. Alors, on a une autre question dans le chat, toujours de Hornefeld, qui demande: avez-vous interrogé le rire comme manière de s'identifier aux classes supérieures, chez les classes populaires notamment? On anticipe un petit peu sur la suite, mais on peut y répondre, ou même dans le parcours de transfuge de classe. Alors oui, c'est pas ma question centrale, hein, c'est pas Mhm. ma question centrale, mais donc la question c'est est-ce que j'ai travaillé sur la manière pour les classes populaires de s'approprier le rire euh, De pour appartenir au s'approprier social? des normes de classe supérieure, de s'identifier aux classes supérieures quand on est Oui, de oui, classe oui. populaire. Est-ce qu'il y a... J'ai- Pour ça, il faudrait Ouais, que déjà, le présupposé, je suppose, à ta question, Hornefeld, c'est qu'il ouais. y a un rire de classe supérieure et un rire de classe populaire. Et est-ce que c'est un Oui. moyen de, quand on est de classe populaire, bah voilà, de s'identifier un petit peu aux classes supérieures de se valoriser aussi de cette manière-là? Alors, je vais pas vous répondre, je vais pas vous faire une réponse générale sur cette question, je vais vous soumettre un fait. Mhm. Pas dans le cas, enfin, dans le cadre de la tâche, j'ai parlé tout à l'heure que de l'enquête qualitative par entretien, parce que le rire, c'est quelque chose de très fin, bon, c'est compliqué à attraper. Donc, a priori, ça s'attrapait mal avec une enquête quantitative, mais il se trouve que j'en ai fait une avec une collègue d'enquête quantitative sur 350 personnes.
Et puis, en fait, on demandait aux gens, est-ce que... donc, on avait situé les gens dans les grandes catégories sociales, bon, très, très classique, hein, travail de sociologie très, très classique. Et puis, il y avait une question qui consistait à dire aux gens, bah, est-ce que vous pensez que vos parents sont drôles, quoi? Est-ce qu'il y avait une ambiance rieuse dans la Mm. famille ou pas? Voilà. Alors là, c'est pas la réception du comique, hein, c'est la pratique du rire dans la vie quotidienne. Bon. Ouais. Et il se trouve que les gens de milieu populaire répondent moins souvent, mais beaucoup moins souvent que les gens de milieu supérieur qu'ils sont drôles, hein, parce que la drôlerie, c'est une compétence culturelle. Donc les gens de milieux sociaux, enfin, issus de classes populaires, Oui. s'attribuent moins cette compétence que les gens de D'accord. milieu supérieur. Mm. Et alors, quand on détaille ce truc-là, en fait, on demandait aux gens, donc pour les milieux populaires, en fait, il y avait deux situations. Donc, on voyait les gens qui étaient transfuges et les gens qui n'étaient pas transfuges. Donc, par D'accord. exemple, bah, en fait, les gens qui étaient restés dans leur milieu social, donc issus du milieu populaire et qui étaient restés dans leur milieu social, disaient plus souvent que ceux qui avaient quitté ce milieu social populaire que leur père était drôle, par exemple. Ah En oui, fait, quand vous êtes d'accord. de milieu populaire, que vous quittez ce milieu, que vous le quittez, et que du coup vous adoptez des manières de rire, etc., qui sont différentes, ben, il y a une plus grande tendance à déclarer que vos parents n'étaient pas drôles. Alors même que D'accord. ceux qui sont restés dans cet univers social disent, bah, oui, oui, ils sont drôles. Ils le disent moins, c'est ce que je disais tout à l'heure, que les milieux supérieurs, parce que, encore une fois, le rire est vu comme une compétence culturelle, même une Mhm. compétence linguistique particulièrement complexe et tout ça. Mais ceux qui sont transfuges vont avoir plus tendance à dire, bah non, ils n'étaient pas drôles. Et ceux Mm. qui sont restés dans leur milieu social disent, oui, 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 c'est c'était drôle. drôle, ouais. D'accord. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc en Oui, fait, oui. bon, il y a des jeux en miroir qui sont Le compliqués. jugement de valeur, oui, dépend un peu de son parcours, quoi. Ouais. Et alors, donc, du coup, on y répond plus ou moins, mais c'est aussi ce que dit Percha 2014 sur Twitch. Le contenu humoristique varie aussi selon les classes populaires, les classes, je pense, les références culturelles, etc. Est-ce que vous avez constaté ça? Est-ce que bah, quand on est de classe populaire, on a un humour différent de quand on est de classe supérieure? Alors, ouais, là, vous m'amenez sur le terrain classique de la sociologie. C'est pas tout à fait ce que j'ai essayé de faire, mais je vais répondre et puis après, j'essaierai d'expliquer On comment. peut passer, on peut passer à autre chose si Non, vous non, préférez, non, mais... c'est une bonne question. Donc là, on est vraiment sur les enjeux de distinction culturelle. Donc, Hmm, effectivement, on peut dire il y a un rire de milieu supérieur. Alors, comment le définir? Il y a un rire de classe supérieure. Alors, c'est ce qu'aiment les gens de milieu supérieur, c'est le nonsense, c'est l'humour absurde. Je vais à gros traits, hein, je vais à gros traits, d'accord, c'est subtil dans le bouquin, mais l'absurdité et finalement la distance au monde social, une certaine distance au monde social. Il ne faut pas l'humour des qu'il y ait... Monty Python, l'humour anglais, ce genre de choses, Voilà, c'est ça? voilà, ça revient beaucoup. D'accord. Euh, et puis, tout à l'heure, on parlait du comique de situation. Le comique de situation, en fait, comme il est assez dépouillé de toute mention faite aux statuts sociaux des gens qui sont mis en scène, eh ben, ça plaît dans les milieux supérieurs. Ah Donc, oui. par exemple, au milieu supérieur, on va avoir un plébiscite pour Louis de Funès, quoi, qui est totalement inattendu, hein. D'accord, ouais, c'est vrai Et que... on le voit dans les enquêtes sur les pratiques culturelles des Français, la grande enquête qui sont faites tous les 15 ans. Et ben, on voit que Louis de Funès, il a été anobli, quoi, hein. Et D'accord. donc, alors, il n'est pas nonsense de Funès, mais il y a. Et puis, il est tout le temps situé socialement, hein, puisque c'est tout le temps le grand, le petit, avec Bourvil, etc. Mais Mhm. il y a une certaine interprétation qui consiste à ne retenir que la gestuelle, que le comique de corps, de situation, etc., Mhm. qui donc dépouille le comique de toute référence au monde social, qui plaît en fait, hein. Donc effectivement. Et alors bon, le nonsense anglais, etc. Oui, ça va être beaucoup mis en avant parce que bah, là, on voit que le rire va fonctionner comme une langue étrangère, quoi. Il y a un coup Oui. d'entrée culturelle dans le rire, etc. Mhm. Et alors, ce rire-là déroute complètement dans les milieux populaires. Ça déroute complètement parce qu'il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de référence au monde social, donc c'est très déroutant. Il n'y a pas de possibilité de se raccrocher à des repères, des grands repères. Alors D'accord. que du côté des milieux supérieurs, il y a comme une aptitude à se sentir partout chez soi, jusque dans le non-sens, Hmm, quoi. d'accord. Et Oui, je dans comprends. les milieux populaires, pas du tout. Non, il faut que ça... Alors, alors
peut-être je vais préciser, en fait, du coup, après, donc ça c'est milieu, on va dire supérieur, mais c'est caricatural, hein, mais disons-le comme ça, gros trait, c'est pas faux. Ensuite, il y aurait plus du côté des milieux populaires, etc., un rire qui là va être, ce qui est célébré dans le rire, c'est la valeur de franchise, d'expansivité, et à la limite, j'ai une enquêtée comme ça de milieu populaire qui me disait, mais peu importe de quoi on rit, donc il n'y a pas forcément de mise en valeur des contenus. Ce qui compte, D'accord, c'est le rire comme support de l'être ensemble, moment de convivialité, etc., valeur expansive du rire, et le côté la franchise aussi. Ne d'accord. pas dissimuler des trucs dans le rire, ne pas faire des sous-entendus compliqués, ne Hmm. pas de sous-texte, quoi. Oui, d'accord. Et entre les deux, en fait, il y a un espace pour un rire qui serait plus un rire de critique sociale. Parce que ce que vont avoir en commun le rire populaire et le rire supérieur, c'est l'outrance des effets comiques. Dans les deux cas, aussi surprenant que ça puisse paraître, hein, dans les milieux supérieurs et dans les milieux populaires, on aime que le comique soit assez appuyé finalement, hein. Je parlais de Finos tout à l'heure ou des Monty Python, c'est un comique qui est quand même assez appuyé, quoi, hein. Oui, C'est pas non plus les grâces de l'esprit ou je sais pas quoi, oui. ou Voltaire, ou voilà. C'est pas ça qui est mis en avant dans les milieux supérieurs, hein. Mhm. C'est plus ce nonsense dont je parlais tout à l'heure, mais qui ne recule pas face aux outrances, aux exubérances des effets comiques. Et ça, c'est partagé par les milieux populaires, hein. Et D'accord. par contre, au milieu, il y a un espace pour un rire qui serait un rire avec une charge signifiante, un rire qui nous parle du monde social. Un D'accord. rire de critique sociale qui nous parle voilà, qui met en forme les difficultés de la vie sociale, quoi. Est-ce que vous Et avez voilà. un exemple comme ça d'objet culturel qui met cette sorte d'humour sur le devant de la scène? Par exemple, j'ai interviewé une infirmière là, dans le livre, je fais un portrait d'elle, une infirmière bon, qui était en fin de carrière, à la fois très investie émotionnellement, matériellement dans son travail, et très désabusée par ses conditions de travail à l'hôpital. Elle avait travaillé toute sa vie en hôpital psychiatrique. Et donc, elle, il y avait une aspiration culturelle à fréquenter les milieux supérieurs par une pratique de la musique, par exemple, très distinctive, etc. Mais sur le rire, elle était très à défendre un rire voilà, le rire du Splendide, par exemple, D'accord. euh, un rire comme, je crois qu'elle me citait le film La Crise de Colin Serrault, des films qui D'accord. mettent en forme la difficulté de l'expérience du chômage, etc. Hmm. Donc une description plaisante d'une réalité sociale navrante. D'accord. Et elle me disait, j'aime pas le rire des milieux supérieurs. Elle le disait pas comme ça, hein, mais elle me Oui. disait, une copine avec qui je suis allée voir les Monty Python au cinéma, j'ai détesté parce que ça Hmm. veut rien dire. Ça ne veut rien dire, ça parle Hmm. de rien. Et je veux que ça me parle du monde social, quoi. Hmm. Et ça, c'est pas non plus ce rire de critique sociale, n'est pas non plus le rire populaire, parce que chez Enquêter de milieu populaire, les compétences critiques, elles sont pas très développées en fait, hein, D'accord. euh, pour tout un tas de raisons, quoi, par éloignement par rapport aux politiques, par manque de compétences scolaires critiques. Hmm. Bon, voilà. Et voilà comment on pourrait décrire ce D'accord. rire. Donc le comique du Splendide, alors pour les plus jeunes d'entre vous Ouais, qui... Peut-être le Splendide, vous ne savez pas ce que c'est. Le Splendide, c'est notamment ceux qui ont fait Le Père Noël est une ordure, hein, c'est ça voilà, ça, je suis voilà, que le film qui repasse à Noël tous les ans à la télé. Donc voilà, peut-être que ça vous dit quelque chose. Le Père Ben, Noël est en une fait, ordure, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Marianne voilà. Chazelle, etc. Ça fait partie quand même du patrimoine comique national, ces films-là. Et donc ça, Et c'est plus le rire des classes moyennes en fait, hein. C'est le rire entre deux, oui, entre le rire des classes oui, populaires et des classes supérieures. oui, parce que dans le milieu supérieur, moi, quand je parlais de ce rire de critique sociale, y compris un rire dont on pourrait penser qu'il est plus élitiste, je sais pas, Guy Bedos ou des gens comme ça, mais dans les milieux supérieurs, on dit, mais non, là, non, c'est pas drôle, c'est une réalité sociale sordide qui est décrite, Ouais. c'est pas, non, ça, c'est pas drôle, en fait. Ce Hmm. qui est drôle, c'est la bouffonnerie, D'accord. les comédies italiennes, le nonsense anglais, le machin. Mais ça n'était pas drôle. Alors même que quand on regarde les comédies italiennes ou le nonsense anglais, il y a une référence au monde social, mais elle Hmm. est étudiée. D'accord. Et voilà. Ok. Ben, Percha 2014 qui avait posé cette question, vous remercie pour votre développement. Peut-être qu'on peut revenir
aux catégories dont on parlait tout à l'heure, où on a un peu digressé Oui, c'est vrai, ouais. avec vos questions, mais n'hésitez pas, hein, toujours dans le chat à les poser, c'est pas forcément gênant qu'on digresse un peu. Euh, donc, vous avez fait ces 4 catégories, qui Mm. sont, je rappelle, les 4 formes de rire que vous avez distinguées, le rire de dégradation, de profanation, de prétention et de situation. Voilà, pourquoi ces grandes catégories, à quoi elles correspondent? Alors, on revient à, ouais, on rembobine On et puis on rembobine un revient peu. à une question d'avant. Donc, l'idée, c'était de dire, bah, une fois qu'on a recueilli toutes ces descriptions des situations qui font rire et tout, est-ce qu'on arrive à extraire des schémas narratifs qui sont communs? Eh bien, donc je disais oui, le rire, c'est quand même très structuré. Donc, par exemple, le rire de dégradation, c'est toutes les situations qui mettent en scène un dominant, quel que soit ce dominant. Il peut appartenir au champ politique, ça peut être un dominant économique, voilà. Et un dominant qui chute. Hein, d'où l'idée de dégradation, un rire de dégradation, la personne dominante, donc avec un certain sens de la théâtralisation, de la mise en scène de soi, etc., qui chute. Et donc le comique de dégradation nous fait voir l'envers du décor, quoi. Oui. Nous fait passer en coulisses. Et nous montre l'homme ordinaire derrière l'homme politique, l'homme Hmm. de passion, l'homme... voilà. C'est le rire Et qui dégrade le statut social c'est le de rire la qui personne en dégrade, ouais. face. Qui correspond un petit peu à ce que j'ai décrit tout à l'heure, hein, ce rire de critique sociale, mais pas Mhm. seulement. Et D'accord. ben ça, donc c'est un grand schéma général. C'est un grand schéma général du comique. On le retrouve chez plein de gens. Enfin, on le retrouve on le retrouve très fortement investi chez des petites classes moyennes, par exemple. J'avais deux portraits comme ça dans le livre, dans deux hommes qui appartiennent aux petites classes moyennes, qui avaient un parcours ascendant comme ça, et pour lequel le rire était un moyen de revanche sociale, quoi. Enfin, il y avait à la fois la proximité avec la famille qu'on avait quittée, la famille d'origine populaire qu'on avait quittée, et en même temps l'élan vers une autre classe sociale, et malgré tout une fidélité politique vis-à-vis des gens qui sont dominés, etc. Et le Mhm. rire est en train d'exprimer ça. Donc il peut y avoir, donc je reviens à mon schéma, la générale, la dégradation, ben, ça peut prendre plusieurs formes concrètes. Donc ça peut être de la critique politique violente, ou très acerbe, voilà. Ou ça peut être du vaudeville, où on va nous D'accord. montrer des dominants plutôt de nature économique, alors là, plutôt dans un intérieur domestique, qui sont cocufiés, voilà, ça peut être aussi du vaudeville. Donc en D'accord. fait, ça prend des formes différentes. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est d'aller vers un schème général, de montrer qu'il circule en fait sur de larges régions du monde social et que des critères du type classe sociale, etc., sont insuffisants à rendre compte de ça. Mhm. Mais qu'en même temps, bah, ces schèmes, ils sont acclimatés dans des formes différentes. Voilà, donc je disais, ça peut être la dégradation, ça peut être de la farce. On nous montre, en gros, voilà, mettons, il y en a un qui me cite Blaireau le braconnier dans le livre, qui est un petit paysan du Vaucluse, qui me cite ça, c'est un de ses films préférés. Bon, bah, on voit un garde champêtre, un maire de village qui se fait sans arrêt ridiculiser par un braconnier, voilà. Donc D'accord. là, on voit bien un dominant, mais c'est pas un ultra dominant, enfin, c'est un dominant sur la scène C'est locale le notable du village quand même, quoi. Mhm. voilà, qui se fait ridiculiser en permanence. Donc ça, c'est plus D'accord. de la farce, mais sans trop de charge critique. Il peut y avoir de la critique sociale très acerbe, et puis il peut y avoir du vaudeville, quoi. Et donc c'est un schème général, mais qui est acclimaté dans des formes très différentes. Mhm. Et en fait, les rieurs, ils vont être sensibles non pas au schème général, mais aux incarnations de ce schème, aux incarnations singulières de ce schème, parce que le rieur, il s'arrête sur les détails qui le font rire, sur des incarnations comiques, les corps sont très importants, par exemple, le langage, bon. Et donc ça, bon, ça c'est le premier schème de dégradation. Mais alors, le schème de profanation, c'est la même chose, mais dans le champ religieux. Donc quand on dégrade des autorités religieuses. Mhm. Et aujourd'hui, ce qui a pris le relais de la sacralité du religieux, c'est le culturel. Donc quand on dégrade aussi les autorités culturelles. D'accord. Schème de prétention, c'est l'inverse. C'est quand on fait rire d'un petit qui essaie de s'élever, de la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Oui. Euh, et alors ça, et ça pareil, ça peut prendre plein de formes différentes, mais au final, c'est un schème très général. Et puis, il y a le quatrième schème, vous avez dit. Donc là, c'est pas un petit qui essaie de s'élever ou un grand qui devient momentanément petit. C'est plutôt la structure verticale du corps humain qui est mise en cause. C'est-à-dire que nous sommes des animaux bipèdes Oui. et de voir des gens qui tombent, c'est assez universel, mais ça fait rire.
Et pourquoi? Bah, parce que bon, il y a plein d'hypothèses hein, sur l'origine de la bipédie, etc. Mais c'est aussi la bipédie, c'est pas qu'un avantage évolutif simple qui permet d'aller attraper des fruits dans les arbres ou de longer les Mhm. rivières debout, ou de je sais pas quoi. C'est aussi l'objet d'un apprentissage qui est plus ou moins tâtonnant. Mhm. On reconnaît nos propres tâtonnements quand on voit les enfants qui tombent, ça nous fait rire. Enfin, des gens, pourvu qu'ils se fassent pas mal, hein, parce que sinon ça nous fait pas rire. Mais voilà, des chutes, des gens qui arrivent, qui règlent, qui utilisent mal leur corps. Hein. Le corps, c'est le premier outil de l'homme, disait Marcel Mauss. Quand on n'arrive pas à faire un bon usage du corps, en général, ça nous fait rire. Et donc, bah, ce que ça met en jeu, ce rire-là, c'est la structure verticale du corps humain. Donc, les trois premiers rires, c'était la structure verticale de la société. Ouais, Et là, le dernier rire, c'est la structure verticale du corps humain. C'est d'accord. là, vraiment le bipède debout. Mhm. Donc, le bipède debout, c'est pas juste, je disais, c'est pas juste un avantage évolutif parce que ça nous rend visibles des prédateurs, ça nous rend vulnérables. Mhm. Donc, il y a une certaine angoisse associée à la bipédie. Et D'accord. on Mhm. retombe sur nos pattes de bah, le rire, finalement, c'est le retournement de l'angoisse en plaisir. Ça, c'est Freud qui disait Mhm. ça, et c'est tout à fait vrai. D'accord. Euh, pour continuer un petit peu, j'avais envie de aussi vous poser cette question. Quel est pour vous, alors on a parlé un peu tout à l'heure du fait que ben, on pouvait, par le rire, s'approprier les normes d'une classe qui n'est pas la nôtre, notamment Mhm. on peut s'approprier les normes des classes supérieures quand on est de classe inférieure, mais vous avez aussi recensé d'autres fonctions sociales du rire. Mhm. À quoi ça sert principalement de rire de quelque chose au niveau social? Alors, je vais peut-être vous faire une référence par la biologie, justement. Mhm. Les sociologues ont l'habitude d'opposer le social et le biologique. Bon, on sait aujourd'hui par tout un tas de travaux que ça n'a plus aucun sens, mais je voudrais d'abord revenir sur peut-être les fonctions biologiques du rire, c'est-à-dire les fonctions évolutives, en fait. Pourquoi l'évolution a sélectionné ce trait-là, quoi, du Ouais. rire? Les grands singes rient, bon, il y a d'autres espèces dont on dit qu'elles rient, mais bon. Et je peux revenir là-dessus, et en fait, on va voir comment, en fait, c'est tout de suite du biologique qui est du social, en fait. Mhm. C'est indissociablement du biologique et du social. Alors, une des premières fonctions, vous l'avez dit au tout début, c'est de la ritualisation des conflits. Le rire, ça permet de faciliter les échanges relationnels avec les gens. Ça permet ouais, d'apporter du lien dans la conversation. À la rencontre avec un inconnu, eh ben, elle peut être menaçante. On revient toujours Mhm. sur cette angoisse de menace, etc. Bah, pour ramener cet inconnu dans le champ du connu, bah, le sourire, si en plus il est mimé par l'interlocuteur, rassure tout de suite, détend la situation, etc. Donc ça, il y a la fonction de ritualisation des conflits. Mhm. Et D'accord. en fait, en gros, les éthologues nous disent, on montre les dents. Dans le rire, on montre les dents, hein. Pas dans le sourire, enfin, pas dans le sourire, mais dans le rire, on montre les dents. Mhm. Et en fait, on montre les dents plutôt, ça dispense de mordre, quoi. En fait, hein. D'accord. Ouais. Mais donc ça ritualise, en fait. Hein. Et ça, bon, on se dit, bon, bah, c'est biologique, les éthologues ont montré ça, enfin biologique au sens non pas d'un programme inné, déterminé, etc. Hein, c'est pas ça que ça veut dire biologique, mais ça veut dire sélectionné par l'évolution. Et en même temps, on voit bien que c'est social. On Mhm. voit bien que c'est tout de suite social, parce que c'est pour apaiser les conflits, etc. Et d'ailleurs, Norbert Elias, qui est un grand sociologue du XXe siècle, à la fois un sociologue et un historien, dans ses travaux sur la société de cour, il a bien montré que cette fonction sociale du rire, en fait, que dans une situation où voilà, le monarque rassemble auprès de lui des courtisans pour les contrôler, Mhm. qu'il y a un resserrement de la présence physique entre les gens, etc., dans un contexte-là, ben, le rire devient très utile parce que ça désamorce les conflits, ça permet à la fois de faciliter les échanges, mais en même temps d'introduire une distance. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, une première fonction, la ritualisation des conflits, à la fois D'accord. évolutive, fonction évolutive, mais indissociablement sociale. D'accord. Et puis après, il y a une fonction, alors on va dire c'est presque la même chose, mais c'est pas tout à fait la même chose, c'est une fonction très large de socialisation, tout bêtement. Je reviens sur l'éthologie. Les éthologues ont bien montré que les singes peuvent avoir peuvent rire et sourire, hein, peuvent rire et sourire. C'est ce qu'on appelle la play face, voilà. Et alors,
pourquoi, quelle fonction ça a chez eux? Ben, en fait, on sait, en tout cas, bon, ça, je reviens sur le rire humain, mais on sait depuis le 19e, en gros, que le rire, c'est une émotion qui est très difficile à contrefaire. Le mouvement des muscles faciaux, des muscles de la bouche, des muscles des Ouais. yeux, etc. C'est le relâchement des muscles du larynx. Bon, c'est pas facile De de, faire un faux rire, quoi. de faire un faux rire. Voilà. Qui soit crédible, en Un tout faux cas. rire, c'est pas facile. Donc, c'est une émotion qui est très difficile à contrefaire. Hmm. Donc, quand je ris, quand un grand singe rit à un autre singe, il lui signale que ses intentions sont bonnes et qu'il est disponible pour le jeu et qu'il va pas le duper, le prendre à revers, Hmm. lui faire un coup derrière, je sais pas quoi. C'est En un fait, signe on de est sincérité, en fait. Ça rejoint voilà, ce que vous disiez sur l'humour des classes populaires, ou qui oui, appréciaient en particulier cette sincérité. ouais, mais alors en fait, bah, vous voyez, donc comme quoi, des fois on pense que c'est social, circonscrit socialement, etc. Et puis en fait, c'est des fonctions évolutives très larges. Et donc, pour finir sur cette fonction-là, bah, le, donc c'est un signal sincère. C'est Duchesne qui disait ça au 19e, hein, c'est un signal sincère. J'envoie le message que je suis disponible pour le jeu. Et donc, les apprentissages peuvent se dérouler tranquillement dans un cadre apaisé. D'accord. Donc, on revient un peu à cette histoire de ritualiser les conflits, etc. Mais c'est plus large. Là, c'est vraiment la socialisation. Ça rend possible une socialisation commune, Hmm. le rire. Et ça, il y a une fonction didactique quoi, sur les apprentissages. Et c'est pour ça que le rire est si important, parce on est une espèce culturelle. Et tout ce que nous le savons par socialisation permanente. Donc Hmm. c'est hyper important d'avoir un climat comme ça de socialisation propice aux apprentissages. Hmm. Et c'est pas pour rien que le rire est très présent dans les interactions entre les parents et les enfants. Hein. Il y a un Baby Lab qui est spécialisé en psychologie expérimentale qui montre très bien ça. On montre que par exemple les enfants auxquels on demande de faire une tâche, par exemple récupérer un objet avec un râteau, et ben, ils vont réussir différemment cette tâche selon l'ambiance émotionnelle dans laquelle ils se trouvent. S'il y a du rire, si l'expérimentateur il montre comment faire en riant, l'enfant réussit mieux. Hmm. Il ne le montre pas en riant, il réussit moins bien. Donc ça D'accord. facilite les apprentissages, ça réduit le stress dans les Mhm. apprentissages, ça facilite les apprentissages. D'accord. Donc c'est assez important, hein, Ouais. le rire. Hmm. Ça a l'air futile comme ça, mais en Ouais, fait ouais, ça l'est pas. ça a une fonction importante. Alors, bonsoir Kirsis, bonsoir Julina, bienvenue, merci d'être là. Percha qui témoigne, qui dit à l'opéra, j'ai rigolé avec une dame aussi mal à l'aise que moi. Clairement, on n'était pas dans notre monde. Et au quatrième étage, c'était angoissant. Elle m'a remercié, on était soulagés. Voilà, ça illustre un peu ce que vous disiez, le rôle de soulagement que peut avoir le rire. Euh, Mhm. alors, on a dit aussi que bon, le rire avait cette fonction de désamorcer un petit peu les situations. Euh, Est-ce que y a aussi cette partie du rire dont on n'a pas encore beaucoup parlé, qui est le rire par exemple, des personnes font partie des minorités dans la société ou qui font Mhm. partie des groupes Mhm. sociaux auxquels on n'a pas envie d'appartenir, les personnes racisées, les femmes, les personnes handicapées, les personnes homosexuelles, ce genre de choses, font l'objet quand même très très régulièrement, pour pas dire systématiquement, d'un humour. Cet humour-là, est-ce qu'il a un statut particulier? Est-ce qu'il a un rôle particulier? C'est-à-dire, est-ce qu'il a une fonction particulière dans la société? Oui. Alors moi, j'ai pas trop vu ça dans l'enquête. Bah, je conviens qu'il existe, hein, je conviens qu'il existe. Je pense qu'en situation d'entretien avec le sociologue, les gens se censurent pas mal, donc sur ce type-là de rire. Mhm. Euh, alors par contre, effectivement, sur le rire raciste, etc., il y a plus de choses. Sur le rire des handicapés, bon, si aussi, ça me revient là, dans les milieux populaires, par exemple, où le comique de dérèglement de sens pratique, c'est-à-dire celui dont je parlais tout à l'heure, ne pas savoir faire usage de son corps comme premier instrument, ne pas être habile dans le maniement des outils, etc. Ça, étant donné la culture matérielle dans ces milieux-là, bon, les gens sont très sensibles à ça. Et Mhm. il y a une fille que j'ai interviewée qui était magasinière en fait dans un camp de distribution qui disait moi ça me fait beaucoup rire quoi quand on rit des handicapés etc parce qu'elle avait un capital d'habileté manuelle un capital méconnu en fait hein, par la société parce que c'est pas comme ça c'est pas ce qui est valorisé quoi hein, dans la Mhm. société elle avait un capital méconnu à faire reconnaître, quoi. Donc, D'accord. effectivement, ça ne la gênait pas du tout de dire moi, les handicapés, ça me fait rire, pas de bras, pas de chocolat, ça me fait rire. Bon. D'accord.
Mais parce qu'elle insistait beaucoup sur le fait que elle, son capital à elle, c'était ça, quoi. C'était le Hmm. maniement inventif des outils, c'était voilà. Donc ça, on va le retrouver. Après, rire raciste, tout ça, c'est encore d'autres choses, hein. Le rire raciste, pour en tout cas les enquêtés qui n'hésitaient pas à en parler, et encore une fois, il y a des grosses censures qui pèsent là-dessus, hein, parce que la tolérance, c'est une catégorie d'État maintenant, hein, pas du tout Mhm. dans une catégorie discursive, hein, pas du tout dans la pratique. Hein, je dis pas du tout ça, hein, parce que le racisme est la chose du monde la plus mieux partagée. Mhm. Mais donc dans le rire raciste, ben il y avait, alors moi mon interprétation, en tout cas les cas que j'ai rencontrés, il y Mhm. avait vraiment, le mécanisme était le suivant. Donc c'était l'idée que il fallait mettre à distance une proximité physique qui était ressentie comme menaçante. Donc on revient toujours sur ce mécanisme général, hein, de la menace retournée en plaisir. Donc par exemple, j'ai des gens qui sont déclassés socialement, géographiquement, qui étaient à proximité des lieux de vie, des immigrés, etc. Mhm. Tout un portrait d'un jeune homme comme ça dans le livre, hein, qui est fils de militaire et puis qui se retrouve en HLM parce que déclassement scolaire Mhm. et qui ne supporte pas les fréquentations qu'il a au quotidien et qui se réclame ouvertement raciste. D'accord. Et donc là, on voit bien qu'il y a une urgence à se séparer, quoi. Il y a vraiment Mhm. le rire, c'est ce qui permet de transformer des petits écarts, en l'occurrence là, un statut social qui était quasiment équivalent, une proximité géographique, des Mhm. petits écarts en grands écarts, quoi. Une transformation D'accord. symbolique, en fait, en quelque sorte. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il y a, un sujet d'humour, un sujet dont on rit plus que d'autres? Est-ce que vous avez observé ça dans vos travaux? Alors, euh, Ou des sujets? ouais, donc là, la question suppose de prendre un peu de hauteur par rapport à la variété sociale des rires, etc. Et de dire, bon, bah, est-ce qu'il y a quelque chose qui en particulier nous fait rire Une voilà, sorte très tranquille. d'invariant, quoi, quelque chose qui fait Une rire sorte universellement tout d'invariant. le Oui, monde. oui, oui. Et bien sûr, il y a des invariants dans le rire, hein. C'est pas du tout mainstream en sociologie, hein, de dire qu'il y a des invariants, mais il y en a en fait. Il y en Simplement, a. ces invariants, justement, ils expliquent ensuite les variations. C'est l'axe sans lequel aucune variation n'est possible, hein. C'est Mhm. important. Pour penser la variation, il ne faut pas penser l'invariant. Je reviens sur la question. Bah, du coup, oui, oui, oui. Un des grands mécanismes du rire, alors c'est pas moi qui le dis, c'est un psychologue qui le dit dans L'essence du rire et de l'humour. C'est un psychologue qui s'appelle Daniel Siboni. Il dit, rire, c'est reconnaître. Rire, c'est reconnaître. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est très, très, très puissant comme phrase. C'est reconnaître sur le mode de l'analogie pratique. Ça veut dire que, bah, par exemple, quand on rit des dominants, etc., évidemment, on ne reconnaît pas directement le dominant en question, mais on y reconnaît son chef, on reconnaît, vous voyez, on est toujours le D'accord. dominé de toute façon, hein, donc Mhm. on va reconnaître des gens qui exercent sur nous toute forme des rapports de dépendance qui nous paraissent insupportables, etc. Mhm. Et donc, du coup, rire, c'est reconnaître. C'est vraiment, on rit parce que on est interpellé, on ramène le particulier, ce qui nous est présenté au général, quoi. D'accord. J'ai choisi une phrase là, si je la retrouve, pardon, hein, juste deux Je vous en secondes. prie. Est-ce que je vais la retrouver? Une phrase de Dupréel qui dit, est-ce que je vais la retrouver? Oui, alors il dit, Eugène Dupréel, donc c'est un des premiers sociologues du rire, hein, il écrit un petit bouquin qui s'appelle Le problème sociologique du rire en 1928. Et il dit, le rire illustre la fonction universelle de notre cerveau, réduire le singulier, l'exception qui est le propre de toute situation réelle, Mhm. à la règle générale, au train normal des phénomènes qui se répètent. Mhm. Donc, D'accord. en fait, on rit de tel ou tel personnage parce qu'il nous rappelle des personnes connues, Mhm. en général des personnes qu'on ne porte pas dans notre cœur, mais pas forcément, parce qu'on sous-estime aussi la part de sympathie qu'il y a dans le rire. Mais donc, ça nous rappelle des personnalités, mais le personnage comique, il condense en fait en quelque sorte ça, et il y a une forme de rappel par analogie, quoi. Mhm. Et tout comique est un comique de répétition finalement, hein. Ouais. Ça nous rappelle des choses, ça nous rappelle des choses. Et ça, c'est très général aussi, hein, c'est le fonctionnement même de notre esprit. On parlait de Bourdieu tout à l'heure, Bourdieu, le sens pratique, c'est, voilà, nous sommes analogiques en permanence, on compare en permanence les situations qui se présentent devant nous, aux Mhm. situations passées,
Et on raisonne par analogie, quoi. On se dit, bah tiens, telle situation, enfin, on se le dit pas consciemment, mais elle a appelé tel type de réponse dans le passé, donc je reproduis Ouais. je reproduis l'habitude. Bon, ça c'était chez Bourdieu, Hmm. mais donc il y a cet effet de reconnaissance. Il y a cet effet de en fait, dans le rire, on est surpris de reconnaître quelque chose qu'on connaît déjà, en fait. Ouais. Et on est soulagé de pouvoir ramener l'exception au général. Hmm. D'accord. Alors, on a une question de Jonel Lospa, je me la posais aussi, c'est marrant. Est-ce que ça fonctionne aussi avec l'humour absurde, cet invariant? Parce que qu'est-ce qu'on peut reconnaître dans l'humour des Monty Python? Est-ce que ben, c'est une très bonne question, je ne me la suis pas posée, mais est-ce que ça fonctionne? Oui, parce que oui, 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 oui. Alors, je vais vous donner enfin, c'est peut-être pas un exemple, mais par exemple, je parlais tout à l'heure du schème de dérèglement du sens pratique, de ne pas savoir faire le bon usage de son corps, Mhm. etc. Ça, c'est souvent un type de comique où il n'y a pas trop de références à la sociologie des personnes, quoi, à leur position sociale, contrairement Oui. aux autres villes où les gens sont très bien situés socialement et tout ça. Hmm. Donc, on se dit, bon, bah là, est-ce que l'analogie, elle peut fonctionner ou pas? Ben si, dans les milieux supérieurs, parce que, alors, les milieux supérieurs vont beaucoup mettre en avant ce rire-là, etc. J'ai, par exemple, une châtelaine qui me dit, Charlot patine, c'est absolument génial de le voir se prendre des gamelles, de le voir. Hmm. Et elle dit, et en même temps, elle dit, c'est un comique qui est beau, c'est un comique qui est esthétique. Donc, dans les milieux D'accord. supérieurs, on aime ce comique parce qu'il peut faire l'objet d'une appropriation esthétique, ce qui n'est pas du tout le cas du reste du comique, parce que le comique, ça montre plutôt des trucs moches ou bas Oui. corporels, ou enfin bon. Hmm. Et pourquoi elle apprécie ça? Bah, parce qu'elle y retrouve son propre habitude, son propre rapport au corps, son Mhm. propre. Donc là, l'analogie, elle fonctionne encore, en fait. Oui. D'accord, je Donc comprends. même si c'est du nonsense, même si c'est dépouillé de toute référence à la vie sociale, etc. Quoique Charlot, c'est pas dépouillé en fait, mais c'est comme ça que les milieux supérieurs reçoivent ce comique-là. Hmm. Même si dans la réception, on met l'accent sur le côté dépouillé de ce comique, le côté formaliste, le côté voilà, et bien en fait l'analogie fonctionne encore parce que ce qui lui importe, et là je reviens à Bourdieu, dans ce type de comique, c'est de traiter le corps comme une fin, quoi, comme quelque chose qui est mis en valeur au plan esthétique et tout ça, et Mhm. qui là, du coup, est soudainement suspendu. Donc c'est ses propres attentes par rapport à l'excellence corporelle qui sont tout à coup déçues. Hmm. Donc il y a bien D'accord. l'analogie, mais l'analogie bah, qui déraille, quoi. En fait, le comique, qui fait dérailler l'analogie. Hmm. Ok. Bah, malheureusement, on arrive au bout de l'heure qu'on devait passer ensemble. Est-ce que vous avez le temps pour une dernière question? Oui, 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 moi j'ai le temps, oui, oui, Ok. vas-y, vas-y. Parce que je voulais quand même vous la poser et je trouvais intéressant dans votre livre, vous dites que le rire prétend tenir toutes les autres émotions à distance, Ah oui. mais Mm. qu'il les trahit constamment. On a l'impression qu'il y a voilà, une sorte de paradoxe, que d'un côté, voilà, ça sert à apprivoiser Ouais. ses émotions, puis en même temps à les rejeter. Comment vous expliquez ça? Euh, oui, 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 oui. Bah, en fait, par exemple, chez Bergson, qui est le grand théoricien, le grand philosophe qui a parlé du rire, le rire est vu comme une émotion insensible. Donc, en fait, le rieur, c'est quelqu'un de détaché, qui n'est pas investi affectivement dans la situation qu'il regarde. C'est comme un espèce d'esthète qui se tiendrait au balcon du théâtre, qui regarde le monde social d'en haut, de loin, et qui trouve ça absurde. Mais ça, c'est très peu de cas, ça. C'est très peu Ouais. des cas que j'ai rencontrés moi. Il faut des situations de se coller, comme dit Bourdieu, c'est-à-dire des situations, mais même pas encore, que chez les intellos, ça fonctionne même pas, ça. Mais faudrait vraiment des conditions sociales très rares, quoi. D'accord. Donc, c'est pas une émotion insensible, le rire. C'est pas, il y a de l'affect dans le rire, hein. Simplement, donc le rire prend appui sur toutes sortes d'affects, en fait. Ça peut être la sympathie. Je disais tout à l'heure qu'on avait beaucoup négligé aussi le côté sympathique dans le rire. Dans le rire populaire, Mhm. je disais la franchise, etc. Le personnage comique, il est chéri, quoi. Ouais. On aime les gens qui nous font rire parce que le rire est un plaisir. Donc, il est aimé, le personnage comique. Il va jamais être jugé ridicule ou dégradant ou je sais Mhm. quoi. Ça, c'est plus dans le rire de critique sociale qu'on va avoir ça. Le rire Mhm. acerbe, un peu mordant, méchant. Mais donc, du coup, il n'y a pas ce. Ouais, ça prend appui sur des affects. Donc, je disais la sympathie. Bon, après, il y a des affects négatifs aussi. La honte, la peur, la colère. Voilà. Et le rire, en fait,
c'est une manière de maîtriser ses affects. Mais donc, si on a besoin de les maîtriser, c'est bien parce qu'on est plongé dedans, c'est bien parce qu'on les ressent à 100%, c'est bien parce que, Mm. voilà, on est affecté. Et donc, le rieur, en fait, c'est une personne affectée, mais qui se protège par le rire, en fait. Qui Ah se oui, protège d'accord. par le rire, mais pour autant, le rire, c'est une protection fugace, un instant, momentanée, etc., et qui n'a pas d'efficace propre. Donc, en Oui, fait, bah, on reste avec ses affects, et puis oui. voilà, Mm. on les a pas soldés pour autant. Mm. Oui, ça fait Donc, penser au témoignage qu'on avait tout à l'heure de quand on rit à l'opéra parce qu'on se sent pas très à l'aise. Du coup, ça permet voilà, de mettre cet affect-là un peu à distance et c'est ce qui oui, a fait c'est ça. aussi la C'est une- connivence entre les deux personnes qui ont ri, qui n'étaient pas très à l'aise. Mhm. D'accord. Oui, il y a de la maîtrise émotionnelle. Et c'est pour ça que les milieux supérieurs ont tendance à revendiquer le rire, parce que c'est la maîtrise émotionnelle. Et ça, c'est plus. Mais cette monopolisation, elle n'a pas de sens. Tout le monde rit, en fait. Hmm. Voilà. D'accord. Bah, très bien, moi, on va s'arrêter là, on aurait pu continuer. C'était vraiment très intéressant. D'ailleurs, les gens dans le chat se joignent à moi pour dire que voilà, vos réponses sont très Merci, intéressantes. merci, merci pour votre invitation. Alors, hop, je vais vous mettre le lien si vous voulez aller plus loin dans le chat et lire un petit peu plus à ce sujet, parce on est loin d'avoir tout dit. Je vous mets le lien Oui. voilà, vers le livre de Laure Flandrin, Le rire, enquête sur la plus socialisée de nos émotions. Voilà, à la découverte, que vous pouvez vous procurer en cliquant sur le lien. On a aussi fait une petite recension donc, dans Sciences Humaines, comme je vous le disais au début du live que je vous mets aussi, un article de Maud Navarre, notre journaliste spécialiste de sociologie. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont participé. Merci pour vos relances, pour vos questions. C'était intéressant aussi. On est allé sur des terrains que je n'avais pas prévus et puis Mhm. finalement, ça a été très intéressant. Merci à la team sociaux là, que vous avez mentionné dans notre chat qui était là avec nous. Je note que la socio vous intéresse, la team socio. Donc, on Mhm. refera des lives sociaux. La semaine prochaine, c'est pas un live socio, c'est un live plutôt psycho. Je serai avec mon collègue Marco Lano, qui est journaliste psychologie, et avec Bruno Falissard, qui est biostatisticien et psychiatre. Et on parlera d'hypnose, de thérapie psychocorporelle, de méditation, de yoga, etc. Est-ce que c'est des thérapies qui sont efficaces? Est-ce que c'est des thérapies utiles? Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, 18h. Laure Flandrin, un grand merci. Merci d'avoir été Merci à là. vous. Merci, merci, merci. Et puis, passez tous une bonne soirée et à bientôt. Et de bonnes vacances pour ceux qui Et ont de la bonnes chance. vacances, en effet, pour ceux qui y sont. Au revoir tout le monde. Au revoir.